on va dans la série Les rencontres des amis de Bruno. Je suis ravi de t'accueillir, Armel Bureau. On se connaît depuis quelques années déjà. Et puis tu as un parcours un petit peu particulier parce que je crois que tu es passé des comptes, des finances au vin. C'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, mon histoire est un retour aux sources, puisque au départ, je suis né et amoureux d'une grand-mère qui avait une propriété viticole, où je passais toutes mes vacances dans le Muscadet, une très belle propriété, 70 hectares. Et donc, j'y étais tout le temps. J'adorais ma grand-mère. C'est elle qui m'a tout appris, en fait, puisque je me souviens encore, euh, bah, 50 ans après, de ma grand-mère qui me prenait par la main, qui m'amenait dans les vignes en me disant: mon petit gars, c'est ici qu'on fait le vin, c'est pas au chai. Et c'était une phrase qui m'est toujours restée et qui m'a marqué. Alors, après cette expérience, pendant oui, une vingtaine d'années chez ma grand-mère, ayant un père industriel, tu feras de la finance, mon fils. Donc, j'ai passé un diplôme de gestion et je suis rentré dans une banque, une grande banque, où j'ai eu quand même la chance de profiter des belles choses, puisque j'étais directeur d'agence, mais à Carnac, Quiberon, enfin des secteurs qui sont plus agréables que de se retrouver en ville ou n'importe quoi. Et puis à 38 ans, passionné par le vin, toujours passionné par le vin, ayant fait tous les stages qu'on peut proposer aux amateurs, j'ai décidé de retourner en faculté d'œnologie, de passer un diplôme de dégustateur et pas d'œnologue. Parce que l'œnologie en tant que telle ne me plaisait pas, c'est de la chimie, l'œnologie. Et j'aimais mieux l'art du vin, et c'est le diplôme de dégustateur, c'est aimer, apprécier et chercher le goût des choses. Et donc, je me suis, en l'an 2000, il y a 17 ans, 18 ans, je me suis installé comme dégustateur professionnel avec mon diplôme de la faculté d'œnologie de Bordeaux. Et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être le seul dégustateur en profession libérale. C'est quoi un dégustateur alors un dégustateur, c'est quelqu'un qui cherche le goût et le bon goût. Et qu'est-ce que c'est que le bon goût? Le bon goût, c'est la pureté des choses. C'est-à-dire que même en restauration, là on est reçu à l'aubergine à Sainte-Anne par exemple, le bon goût des choses, c'est dans une assiette, c'est de retrouver le goût de l'élément principal. On peut toujours camoufler les choses, hein, c'est comme dans la vie, mais quand on veut chercher la profondeur des choses, c'est de se dire, eh ben, si j'utilise une escalope de veau, si j'utilise un rognon, si j'utilise un bar, si j'utilise une sardine ou un maquereau, je vais aller chercher et mettre en valeur le goût de cet élément principal. Et là, le vin intervient. Et dans le vin, c'est exactement pareil, puisque d'abord le vin, quand je vais élaborer du vin dans les propriétés où j'interviens, c'est toujours trouver le goût du raisin et le goût de la terre. C'est-à-dire qu'on peut, dans le vin, camoufler les choses. On peut s'amuser à mettre du bois, on peut s'amuser à faire des vinifications qui apportent des éléments supplémentaires. Mais quel est l'important dans un vin? C'est de retrouver ce qui a fait le vin, c'est-à-dire le raisin, la terre et l'homme. Donc tu circules en France pour aller rencontrer les vignerons, voilà, travailler sur les vins, qu'est-ce que tu fais? La première partie de mon travail, c'est d'être consultant dans des propriétés. C'est des propriétés où les hommes sont des artistes. Et les femmes, il y a de plus en plus de femmes. Et j'ai de plus en plus de femmes, d'ailleurs, comme je dirais, clientes. C'est de se dire, voilà, j'ai un terroir, il est comme il est, comment est-ce que le raisin va profiter de ce terroir et mettre en valeur ce terroir pour que la personne qui va déguster mon vin sache qui je suis, où je suis, quelle méthode j'utilise et quel cépage j'utilise. C'est un peu comme un tableau. Quand on regarde un tableau d'un artiste, quand un artiste se positionne quelque part pour faire un tableau, c'est pareil. Il veut retranscrire ce qu'il voit, ce qu'il sent. Eh bien, le métier de vigneron, c'est ça. Et donc, ils vont faire appel à des gens comme moi, par exemple, en disant, eh ben voilà ce que j'ai, est-ce qu'on passe en barrique, est-ce qu'on passe pas en barrique? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont me retrouver dans mon vin? Et donc, pour toi, le terroir, c'est essentiel. Le coteau, l'emplacement... Fondamental. Voilà. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on va prendre des vins de plaine, par exemple, parce que ce sont des vins qui sont juteux. On va prendre des vins de plateau, parce que ce sont des vins qui sont très fins. On va prendre des vins de coteau, parce que ce sont des vins qui auront du caractère. Et en même temps, la climatologie intervient également. Complètement. Donc, les propriétés où j'interviens, par exemple, c'est toujours de se dire,
comment je vais rendre le mieux de cette année avec les difficultés que j'ai eues ou les facilités que j'ai eues. On va tomber sur des millésimes où je dirais presque qu'on n'a pas besoin de moi. Oui. Et puis il y a des millésimes où au contraire, quand on va, comme par exemple 2017, où il y a eu des tas de difficultés avec du gel, avec de la sécheresse, avec etc. Et on va dire comment je vais rendre ou faire partager la difficulté que j'ai, mais j'ai réussi à faire un beau tableau quand même. Bon, je vais te poser une question délicate. C'est quoi ton vin préféré? Oh, c'est pas très délicat, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je suis très... Dans les régions viticoles, ma passion, c'est la Bourgogne et le Rhône. Pourquoi la Bourgogne? Parce que la Bourgogne travaille en monocépage. Et c'est vrai qu'un monocépage, c'est utiliser qu'un seul cépage pour faire son vin, c'est terrible, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Quand on fait des assemblages, bon, si un jour le Cabernet Sauvignon est moins bien, ben on mettra un petit peu plus de Merlot pour cacher un petit peu les difficultés qu'on a eues sur le Cabernet. Mais quand on n'a qu'un cépage, ça va être le jour de la vinification, de la vendange, c'est le jour qui va être très important, par exemple. Donc là, c'est un travail droit et franc. Alors pourquoi le Rhône? Parce que le Rhône utilise pratiquement du monocépage ou du cépage principal. Et là aussi, on va se trouver avec des tendances, avec là, par exemple, un excès de chaleur. Comment on va faire pour protéger la vigne, le raisin, de l'excès de chaleur? Eh bien, on va tailler, par exemple, en ombrelle le cep de vigne de façon à protéger la grappe du soleil qui risque de le brûler et de lui donner des mauvais goûts. Alors tu fais pas plaisir à tout le monde parce que tu sais Ah que bah les non. Bretons, on est quand même très tourné vers le Bordelais, vers Et c'est Bordeaux, historique ça, vers Saint-Émilion, n'est-ce pas? Saint-Émilion. Mais c'est pas pour ça que je dis que les autres sont pas bons, mais je dirais que quand tu me demandes lequel je préfère, Oui, c'est vraiment c'est ça. ces régions-là. Et les vins de Loire, qu'est-ce que tu en penses? Alors les vins de Loire, bah, je suis né sur les C'est bords pour de ça que je Loire, te parle de donc Muscadet. je les aime beaucoup. Le problème des vins de Loire, c'est qu'ils sont dans une situation un petit peu délicate, parce que d'un côté, ils sont un petit peu sur le nord de la France, donc avec peut-être un manque de chaleur quelquefois, mais d'un autre côté, ils ont un terroir exceptionnel, qui est le terroir des tuffeaux, des calcaires, et ils ont un cépage monstrueux, qui est le chenin, entre autres, Oui. qui est le cépage, pour moi, royal, parce que le chenin, il est discret, il est aristocrate, et il sait adapter son acidité à sa sucrosité. Mais tu as aussi les vins étrangers, Oui, que tu connais aussi bien, voilà. d'Espagne, d'Italie. Espagne, Italie, Afrique du Sud, Chili, etc. Alors, la différence qu'on a, c'est qu'on nous, Français, on a une histoire. On a une histoire du vin, on a une histoire des terroirs. Et quand, par exemple, on se promène entre Saint-Émilion et Pomerol, si on ne connaît pas cette histoire, on ne comprend pas pourquoi. Ici, c'est marqué, vous quittez Saint-Émilion, et 3 mètres plus loin, vous rentrez dans Pomerol. Oui. Et finalement, nos ancêtres ont fait des terroirs, c'est-à-dire que quand ils goûtaient les raisins à droite et à gauche, ils se disaient ça n'a pas le même goût. Ils ne savaient pas forcément pourquoi. Maintenant, on le sait, parce qu'avec des carottages, on sait que sous Pomerol, il y a des oxydes de fer qu'il n'y a pas sous Saint-Émilion, par exemple. Enfin, toujours est-il qu'on est arrivé à une parcellisation de la vigne et du vignoble qui a fait qu'on va se retrouver avec des centaines, voire des milliers d'appellations différentes. Quand on parle vin étranger, ils n'ont pas cette historique, ils n'ont pas cette histoire. Ils se sont dit, on est près du 45e parallèle, on peut faire de la vigne. Effectivement, ils peuvent faire de la vigne. Mais du coup, eux, ils ont travaillé beaucoup plus le cépage. On va faire du merlot, on va faire du cabernet, on va faire du sauvignon, etc. On va faire du chenin. Donc on est sur une expression aromatique d'un cépage, mais on n'est pas sur une expression d'un terrain, d'un terroir et d'une histoire. Ça fait la différence. Exactement. Oui. Donc c'est une belle aventure, ce vin. C'est monstrueux. Et en plus, l'extraordinaire dans cette aventure, c'est que tous les ans, on remet les compteurs à zéro et on recommence. Bah, 2017, il y a eu des problèmes. Donc beaucoup de difficultés. Petite production. Petite production, mais une production d'extrême qualité. En ce moment, depuis, je vais dire 2015, on a la chance d'avoir des millésimes faciles. Quand je dis facile, c'est-à-dire qu'on a eu le soleil qu'il fallait quand même, on n'a pas eu toujours les volumes qu'il fallait, même aucun volume. Hein. Il y a des propriétés où j'interviens, par exemple sur Saint-Émilion, on a fait 2 hectolitres hectares cette année au lieu de 45 hectolitres hectares, parce qu'il y a eu du gel, etc. Oui. Mais n'empêche que l'intérêt, je trouve, et je dirais l'artistique, le côté artistique d'un vigneron, c'est de s'adapter, c'est de se dire, comme un marin d'ailleurs,
c'est de se dire le temps est pas beau, le temps est ci, le temps est ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux en tirer? Et alors après, ce que tu vas essayer de faire, c'est faire une harmonie entre le vin et le plat. Parce que Alors tu parlais des plats complètement. au début. Alors, si on prend l'exemple de tout le monde, comment ça se passe quand on invite des amis? Oui, Maman fait la cuisine, papa va à la cave chercher les vins. souvent. Alors papa, quand il est dans la cave, il dit c'est un bon copain, je vais sortir une bonne bouteille. Ou il dit celui-là il boit comme un trou, de toute façon quoi que je lui donne il boira n'importe quoi, donc je vais prendre une bouteille à 2,50 €, de toute façon il en boira deux. Le principe c'est pas ça. Le principe c'est de partir du vin. Pourquoi? Parce que mon vin, je vais pouvoir l'aménager, l'améliorer, je vais pouvoir le carafer par exemple, mais je ne vais pas le changer intrinsèquement dans le fond. Donc le principe, et c'est ce que je m'évertue à faire à travers une école de dégustation, c'est de dire aux gens, choisissez votre vin. Et après, choisissez le plat qui va accompagner le vin. D'accord. Hein. C'est-à-dire que, j'ose dire, le plat est au service du vin. Et c'est vrai que dans un restaurant, quand vous rentrez en disant, on vous amène la carte, qu'est-ce qu'on vous amène? La carte des menus. Oui. Moi je dis non, je voudrais la carte des vins. Et en fonction de ça? Ah, on me regarde et en fonction de ça, je vais choisir mon plat qui va accompagner mon vin. Et donc on en arrive à la gastronomie. On en arrive à la gastronomie. Où tu appliques depuis quelques années le salon de la gastronomie. Voilà. Alors le salon de la gastronomie, pourquoi? Parce que justement, je me dis qu'on a un rôle éducateur vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'on doit proposer, des très beaux produits aux gens. Oui. C'est pas un marché, un salon. C'est quelque chose où les gens doivent apprendre. Et deux, pour apprendre, on va leur donner des animations, on va leur donner les moyens d'apprendre. C'est pour ça qu'on a créé des écoles de cuisine, des écoles d'œnologie à l'intérieur du salon pour les gens. Et tous les produits, tous les exposants qui sont là, nous envoient un produit, par exemple les nouveaux. Avant de venir au salon, on veut goûter. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit de l'excellence et que ça soit un moment de dégustation pour le client qui va rentrer, qui va visiter, qui va découvrir. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que par exemple, on ne va pas mettre 50 000 Saint-Émilion. On va en mettre un que nous, en tant qu'organisateurs du salon, on aura choisi pour sa qualité, mais aussi pour son rapport qualité-prix. Oui. Parce que c'est pas parce que c'est cher que c'est formidable. Non. C'est ça aussi l'intérêt. C'est parce que c'est bon et que c'est représentatif de ce qu'il y a. C'est aussi vrai pour les nougats, c'est aussi vrai pour le saumon fumé, c'est aussi vrai pour tout. Et donc avec l'équipe que j'ai montée, on a repris le salon il y a 5 ans, c'est ça l'objectif. Et qu'est-ce qui arrive? On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des gens de plus en plus heureux de venir à notre salon, et surtout des gens qui passent quasiment la journée. Parce qu'entre la visite des exposants, éventuellement les dégustations qu'ils font, entre les cours qui leur sont offerts, entre le moment de la restauration, où là c'est pareil. Par exemple, on est un des seuls salons français où on interdit le sandwich. On est un salon de la gastronomie, on ne mange pas un sandwich dans le couloir. On s'installe et on profite. Donc on fait des places de village où les gens peuvent déguster, apprécier des produits. C'est pas pour ça qu'ils vont s'en sortir pour 70 € le repas. Ils choisiront ce qu'ils voudront, ils auront des échoppes à leur service, etc. Donc ça a été un succès. Prochaine édition, c'est quand? Prochaine édition, c'est 2018, fin novembre, même 1er décembre, donc on va commencer à parler un peu de Noël. On regrette qu'il n'y ait pas de sapin de Noël, on mettra le premier sapin de Noël sur Vannes, avec un invité d'honneur qui est en train de se tramer. C'est un scoop que je te réserve. Allez, vas-y. Ça sera sans doute la Belgique. Il y aura des bières. Qui viendra. Il y aura des bières et il y aura des frites à la graisse de bœuf. Bon, super. Rendez-vous fin novembre, début décembre. 1, 2 et 3 décembre. Salon Saga à Vannes. Voilà, au Corus. à Corus. Merci beaucoup. Merci Armel.